Bienvenue dans Coup de projecteur, l'émission de cinéma gersoise qui vous scotche à l'écran. Le film du mois, c'est Dark Waters, le dernier film de Todd Haynes, un réalisateur américain qui nous avait plutôt habitués à des drames intimistes sur fond d'Amérique des années 50. Julianne Moore lui doit un de ses plus beaux rôles dans Loin du paradis, tout comme Cate Blanchett dans le récent Carol. Mais Todd Haynes, ce n'est pas que ça, c'est aussi un fou de musique qui a réalisé un biopic atypique sur Bob Dylan et le cultissime Velvet Goldmine. Alors comment le réalisateur américain s'est-il retrouvé aux manettes de ce thriller écologique ? Eh bien c'est Mark Ruffalo, qui lui a proposé le projet suite à la parution d'un article dans la presse américaine. L'histoire, c'est donc celle d'un empoisonnement à grande échelle, celle d'une région et de ses habitants, celle aussi de tous les consommateurs que nous sommes. L'histoire, c'est aussi celle d'un homme, Robert Bilott, un avocat spécialisé dans la défense des industries chimiques, qui va en quelque sorte se retourner contre ses anciens employeurs en attaquant le puissant groupe DuPont. Bande annonce. Your grandma tells me her grandson's some fancy environment lawyer down in Cincinnati. I am a corporate defense attorney. I defend chemical companies. Well, now you can defend me. How many did you lose? 190. 190 cows. You told me nothing's wrong here. It's a small matter for a family friend. Help a guy who needs it. The farmer or you? It's chemicals, I'm telling you. I'm seeing documents I don't understand. They're hiding something. That chemical. What if you drank it? Drank it? It's like saying, what if I swallowed a tire? What if whatever's killing those cows is in the drinking water? At DuPont, better living through chemistry. It's our DNA. You want to flush your career down the toilet for some cowhand? On pense bien sûr à Erin Brockovich de Steven Soderbergh. Mais au-delà de la dénonciation d'un scandale sanitaire, la comparaison s'arrête vite. Parce que Todd Haynes a choisi plutôt d'inscrire son film dans la veine d'un cinéma politique tel qu'il pouvait se pratiquer dans les années 70, avec des films comme Les Hommes du Président, par exemple. Il s'appuie sur des faits pour nous faire comprendre les rouages à la fois de la machine judiciaire, mais aussi de l'industrie chimique. Et il parvient à nous faire comprendre ça de manière très subtile et aussi très technique, et ce n'est pas une mince affaire. Pour incarner ce combat, le réalisateur s'appuie sur le talent tout en nuances de Mark Ruffalo. Avec lui, on tombe des nues, avec lui, on découvre des horreurs, avec lui, on doute aussi parfois. Une performance d'autant plus remarquable que son personnage n'est pas fait tout d'un bloc, mais qu'il évolue tout au long du film au fil de ses découvertes. Et tout le casting est à l'avenant de ce premier rôle tout en nuances. Mention spéciale à Anna Thaouet, en épouse discrète mais compréhensive. Mention spéciale aussi à Tim Robbins, le patron du cabinet d'avocats dans lequel travaille le personnage joué par Mark Ruffalo, et qui va s'avérer jouer un rôle auquel on ne s'attendait pas du tout vers la fin du film. La première moitié du film est palpitante, et Todd Haynes réalise l'exploit d'être à la fois très technique et profondément humain dans son approche du dossier. Et puis le film semble s'enliser dans une bataille juridique sans fin, et on se prend à douter de la rigueur de la mise en scène, jusqu'au moment où on se rend compte que cet enlisement, c'est justement celui du dossier. C'est aussi celui dans lequel se trouve le personnage, qui est complètement noyé sous des montagnes de dossiers et des années de procédures orchestrées par la firme DuPont. Le film ne verse ainsi jamais dans l'idéalisme béat et n'occulte rien des répercussions que ce combat au long cours aura sur son personnage. Robert Bilott doute, et nous avec, qu'une issue favorable puisse un jour se dessiner dans cette affaire, mais tout le propos du film est justement là, nous montrer que dans notre combat contre les puissants, certes, le combat est inégal, certes, l'issue est forcément incertaine, mais le combat est déjà une victoire. Et ce message est plus que jamais d'actualité. Parmi les autres films à voir dans les prochaines semaines sur les écrans du Gers, Monos d'Alejandro Landes, la trajectoire d'une bande d'adolescents colombiens qui confrontent leur innocence à la violence des adultes et de la nature, plastique et fascinant. Congo de Cortova Clave et Adrien Lavapeur, une plongée dans la sorcellerie qui régit au quotidien la vie des habitants de Brazzaville, chamanique et envoûtant. En Politica de Penda Ouzangbe et Jean-Gabriel Trégoat, chronique de la douloureuse entrée de jeunes activistes au Parlement des Asturies, par deux réalisateurs gersois, politiques et brillants.
Monsieur Deligny, vagabond efficace, de Richard Coppens. Au-delà du portrait de l'éducateur, une réflexion sur le sens des mots et des images, ludique et passionnant. L'état sauvage, une variation subtile du western américain par un jeune réalisateur français qui a su se dégager des codes pour bâtir une mythologie féministe. Rencontre avec David Perrault. J'ai une imagination assez visuelle, donc j'accumule beaucoup de photos aussi. Et là, mon attention s'était fixée sur une photo d'une femme au 19e siècle qui se tenait au bord d'un précipice. Et je trouvais que dans cette photo, il y avait une sensation de liberté, comme si le monde était ouvert devant cette femme, et en même temps une grande sensation de danger, c'est-à-dire si elle faisait un pas en avant, elle tombait dans le vide. L'envie qu'il y avait derrière ça, c'est de mettre en scène un groupe de femmes dans un espace cloisonné et de libérer ce groupe dans un état sauvage, justement. Je suis parti de la guerre de sécession et je me suis documenté, savoir quelle position les Français devaient adopter pendant la guerre de sécession, être du côté du Nord, être du côté du Sud. Et en fait, Napoléon III a imposé aux Français d'Amérique d'être neutres, sachant que neutre pendant une guerre, c'est pas possible. Il faut à un moment ou choisir son camp ou partir. Et c'est le cas dans le film. La nature s'impose d'elle-même. Le climat, on ne le choisit pas, on ne sait pas ce qui nous attend. Par exemple, il y a tout un mouvement du film dans un refuge où il n'y a que de la neige. Donc c'est les moments où on a dû tourner par moins 37 degrés. Donc les acteurs sont par moins 37 degrés en train de jouer les scènes avec l'équipe, etc. Et tout ça, ça transforme le film. Je voulais vraiment que le film soit une aventure en elle-même, comme l'aventure que vivent les personnages, parce que moi c'est ça qui m'excite aussi dans le fait de faire un film. C'est de dire qu'on va partir pour un voyage et que c'est pas un voyage organisé, quoi. Aujourd'hui, on a décidé de ne pas vous parler d'un film qui est sorti il y a 40 ans, hein. Parce que dans le fond, la dernière fois, oui. Bah, oui, parce que bon, ça parle pas forcément à tout le monde. C'est ça. Donc là, on s'est dit 1 an max. Donc voilà, un film qui est sorti il y a 1 an, Une intime conviction, de Antoine Rimbaud. Maître Dupond-Moretti, c'est moi qui vous ai contacté à propos de l'affaire Viguier. Je viens vous proposer de reprendre l'affaire. Si je prends une affaire, je commence par lire le dossier. Je vous parle d'une erreur judiciaire là. Monsieur Viguier, vous avez mis 3 jours à déclarer la disparition de votre femme. En vrai, ils savent même pas si elle est morte. Hein. Si ça se trouve, elle est partie. Il n'y a pas de cadavre, il n'y a pas de mobile. Et vous êtes qui alors? Je suis une amie de la famille. Dis qu'ils ont aucune preuve, mais toi non plus, tu peux pas être sûr. Pourquoi s'est-il débarrassé du matelas sur lequel dormait son épouse? 250 heures d'écoute téléphonique. À vrai dire, je suis emmerdé, j'ai personne qui connaisse l'affaire comme vous. Alors, Une intime conviction, c'est un film de procès. C'est un film qui est inspiré de l'affaire Viguier qui s'est déroulée à Toulouse. Et donc, le réalisateur a choisi de partir de ce fait divers et de raconter l'histoire du deuxième procès, le procès en appel, mais en ajoutant des éléments de fiction, comme c'est mentionné un peu à la fin du film. D'ailleurs, est-ce que c'est très honnête de sa part d'attendre la fin du film pour nous expliquer qu'il y a des éléments fictionnels dedans ? Est-ce que c'est... Alors, je trouve ça très bas pour commencer ce débat. Donc moi, j'ai aimé le film, vous l'aurez compris, et cette personne ici, pas du tout. Non, voilà. Non, voilà. Un petit peu nuancé quand même. En tout cas, moi, j'ai aimé le film. Je trouve pas ça malhonnête. En tout cas, voilà. Si tu veux une réponse langue de bois. Est-ce que c'est honnête? Je ne sais pas, mais enfin, c'est pas malhonnête. Non. Voilà. On pourrait dire que de toute façon c'est un film de fiction, donc par définition, voilà, le contrat pour le spectateur qui va voir un film de fiction, même si c'est inspiré de faits réels, on sait qu'il y a des éléments qui sont fictifs. Moi, j'ai pas détesté le film, contrairement à ce que François sous-entend, évidemment, ou dit clairement même. Je trouvais que c'était juste un film qui voulait en faire beaucoup. Alors c'est un film de procès, donc forcément c'est un film qui convoque tout un imaginaire des films de procès, à commencer par 12 hommes en colère. Je trouve qu'il s'en sort plutôt pas mal au niveau mise en scène. Antoine Rimbaud, c'est un premier film en plus.
ça n'empêche pas le film, pour moi, d'être un peu bancal et de ne pas réussir toujours à trouver son équilibre. Toi, tu n'es pas d'accord? Moi d'abord, il faut savoir que les films de procès, je déteste ça, et celui-là, je l'ai aimé. Alors ça, déjà, chapeau l'artiste, parce que le réalisateur, il arrive à me faire comprendre d'abord tous les éléments de l'enquête, les enjeux, etc. Et ça, c'est vraiment pas facile, parce que vraiment, c'est des trucs sur lesquels moi, je décroche assez facilement. Ça ne m'intéresse pas, en général, les procès. Là, j'ai trouvé que c'était vraiment très, très bien mené, et je n'avais jamais entendu parler de cette affaire, de l'affaire Viguier. Et pour le coup, j'ai compris vraiment les tenants, les aboutissants, etc. Donc, déjà, sur ce plan-là, on peut dire que sur la facture du film, c'est vraiment très bien fait. Les images sont très propres, très jolies. La bande-son est assez remarquablement menée également. Il y a toute une partie où en fait on travaille sur des écoutes téléphoniques. Et de ce point de vue-là, c'est vraiment très très bien filmé, très très bien représenté. Ce travail sur l'immersion, c'est assez bien mené. Après, il y a quand même un gros coup de mou. Alors, pour moi, la première partie du film, elle se concentre vraiment sur la mécanique judiciaire. J'ai l'impression on s'intéresse moins au procès de l'accusé, donc qui est accusé d'avoir tué sa femme, dont le corps n'a jamais été retrouvé. C'est la particularité du procès. Qu'on s'intéresse moins à lui et aux enjeux du procès le concernant que à l'institution judiciaire en elle-même, et pour pointer ses failles. Et pour le coup, là, cette partie-là, je trouve que c'est vraiment intéressant. Par contre, dès que ça bascule sur le procès en tant que tel, ça vire quand même vite à la caricature. Bon, le point de vue du réalisateur, il est clair. Hein, on épouse le point de vue du personnage de Marina Foïs qui considère que Jacques Viguier n'est pas coupable. Et pour moi, on sort à ce moment-là de l'ambivalence, qui est peut-être un peu dommage. Moi, je trouve que justement ce personnage fictif de Marina Foïs qui cherche à tout prix à faire innocenter ce type parce qu'elle a l'intime conviction qu'il est innocent, ça permet justement de nous faire mettre dans la peau donc de ce personnage-là et de chercher également à prouver l'innocence et du coup de chercher le coupable à tout prix. Et dans le film, on nous indique clairement que ça pourrait être l'amant de la femme qui serait donc le coupable. Et du coup, on se retrouve à vouloir faire justice nous-mêmes, en fait. Et c'est ce qui explique assez bien le film, justement. On est tellement emmené là-dedans, dans cette volonté de faire justice, nous-mêmes, en tant que spectateurs. Et en fait, on se prend une grosse claque en nous disant, le film nous dit, c'est pas au spectateur, c'est pas au public de décider qui est coupable ou non. De qui est coupable ou non. Et ça, je trouve que c'est vraiment très très bien fait dans le film. C'est la morale finalement du film. Et c'est très très bien amené pour moi. Ouais, c'est peut-être pour ça que ça me dérange. Moi, j'aime pas trop la morale. J'aime pas trop qu'on me fasse la morale d'une manière générale. Après, oui, on comprend le twist un petit peu par rapport à ce personnage qui est tellement obnubilé, mais il en devient un peu caricatural, quoi. La pauvre Marina Foïs, elle sacrifie tout pour venir en aide à Jacques Viguier dans le film. Alors, j'adore Marina Foïs dans plein de choses, hein, mais là, je trouve qu'elle amène pas trop de nuances à son personnage, qui est un peu d'un bloc. Olivier Gourmet, qui joue le rôle de Dupond-Moretti, et pour le coup, lui, par rapport à Marina Foïs et par rapport aux craintes qu'on pouvait avoir sur un personnage comme Dupond-Moretti, il est plutôt dans la nuance. Mais il n'y a pas de cadavre, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de mobile. Moi, j'ai pas une seconde. Pardon, mais enfin, on rentre pas sur un dossier comme ça au dernier moment. Allez, au revoir. Je dirais que effectivement Olivier Gourmet il donne une interprétation magistrale, mais d'une façon générale, il y a quand même un sacré casting, quoi. Il y a Marina Foïs, il y a Olivier Gourmet et il y a Laurent Lucas. Voilà, tu peux pas trop rêver mieux. Alors c'est un premier film en plus, hein. Donc comme casting pour un premier film, c'est quand même assez impressionnant. Non, j'ai trouvé que dans l'interprétation Marina Foïs, c'est vrai qu'on a l'impression que le personnage n'a pas trop de nuances, avance comme ça
avec cette intime conviction, c'est un peu le titre du film, en même temps j'ai envie de te dire. Donc elle a cette volonté farouche d'aller d'un point A à un point B, et finalement il y a quand même ce twist dont je parlais tout à l'heure, qui l'a fait se remettre en question. Vous m'avez menti, je peux plus vous faire confiance. En tout cas un film que moi je n'avais pas vu au moment de sa sortie il y a 1 an, qui m'avait peut-être un peu rebuté, en tout cas dans les bandes annonces que j'avais pu voir et tout ça, par rapport à des craintes qui se sont en fait un peu confirmées à la vision. Il n'empêche que ça reste un film très intéressant, un film de procès où les scènes de procès, pour le coup, moi je les trouve vraiment vivantes et réussies, et c'est pas facile sur un décor comme ça qui est très statique de faire vivre ça. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup quand même. Et puis comme l'a dit François, c'est un premier film, donc c'est toujours intéressant. Il y a indéniablement, même malgré les réserves que je peux avoir sur le film, il y a indéniablement le talent d'un réalisateur derrière, ça c'est clair. Et un point de vue, ce qui n'est pas si fréquent dans le cinéma français. Faites-moi confiance une dernière fois. It's alive! It's alive! It's alive! You exceed the cosmic darkness. I know what it feels like to be gone! Alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler de Mandy. Mandy, c'est le premier long métrage de Panos Cosmatos avec Nicolas Cage, et on va retrouver là toute l'atmosphère granuleuse et moite des VHS des années 80. Under the crimson, primordial sky, the wretched warlock reached into the dark embrace. His fist closed around the serpent's eye. Strange and eternal. I need you to get me that girl I saw. You know what to do. Alors toutes les références à ce cinéma-là y sont, de Hellraiser à Massacre à la tronçonneuse en passant par Mad Max. Et ça, c'est fort. You're a special one, Mandy. En ce qui concerne l'histoire, là, on n'est pas sur du concours de tub, comme nous le propose le cinéma indépendant moderne. On n'a pas des personnages archi-complexes ou un concept extrêmement mindfucking. Non, là, on est plutôt sur une histoire de vengeance tout à fait classique, avec des personnages archétypaux, mais c'est ça qu'on aime. Mandy, elle est pure et innocente et douce. Les méchants sont méchants, très très méchants. Ils sont vicieux, ils sont corrompus. Et Nicolas Cage, c'est Nicolas Cage. Crazy evil. Donc jetez-vous sur ce film, il transpire ce vieux cinéma viscéral, organique, qui ne cherche pas à vous vendre du popcorn, qui ne cherche pas non plus à vous prendre la tête sur le sens de l'existence, mais qui cherche juste à vous faire vivre des émotions, des vraies émotions de cinéma.